Donc pour poursuivre nos échanges, nous allons parler de la commande publique, la commande institutionnelle, la commande qui peut émaner de l'État, mais aussi de collectivités territoriales. On a 3 beaux exemples cet après-midi avec nous, qui émanent aussi d'une actualité, d'une triple actualité. Voilà, Guy en parlera mieux que moi, mais je fais juste une présentation générale. Donc une exposition de la commande 3.0 qui est présentée actuellement à Reims, qui est issue d'un projet d'une commande publique portée par le CNAP à l'initiative du ministère de la Culture. La commande photographique Regard du Grand Paris, qui est portée par les Ateliers Médicis en partenariat avec le CNAP. Et puis la très belle commande pour les photojournalistes portée par la BNF, dont Héloïse Conessa parlera. Et puis je suis heureuse d'avoir à nos côtés aussi Raphaël Dalla Porta, qui est artiste, qui travaille avec la photographie et qui témoignera de sa pratique de la commande publique. Voilà. Donc merci à Pascal Beauce du CNAP, à Clément Postec des Ateliers Médicis, Héloïse Conessa de la BNF. Et merci surtout à Guy Tortosa de modérer cette table ronde. Voilà. Guy qui est... Merci. Je vais préciser simplement, Guy, pour les gens qui ne te connaissent pas. Voilà. Tu es critique d'art, commissaire d'exposition et inspecteur hors classe de la création artistique à la DGCA. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, c'est une manière de dire que parmi cette belle assemblée, cet aréopage, je suis peut-être le plus amateur parmi les professionnels, et ce qui ne me déplaît pas tout à fait. Ma spécialité étant peut-être quand même, et c'est pour cela qu'on a pensé à me faire appel, d'être un amateur et un spécialiste quand même de la question de l'art public et de la commande publique d'une façon générale, entendu au sens intégratif de tout le champ des arts plastiques ou des arts visuels. Je vais resituer un petit peu le contexte dans lequel nous sommes amenés à débattre les uns et les autres. Nous le ferons, vous le verrez, dans un ordre qui correspond presque à celui de la succession de mes collègues, puisque nous entendrons tout à l'heure Pascal Beauce nous parler de son expérience. Nous allons essayer de faire un échange d'expériences. L'expérience de la commande publique photographique portée par le Centre national des arts plastiques. Clément Postec enchaînera et vous verrez qu'on présentera quelques visuels aussi, en espérant qu'on ne vous présentera pas des tunnels de diapos, mais en même temps faire appel à la rhétorique de l'image, pour parler un peu, pour citer Barthes, pour faire appel à ce langage spécifique qui est celui des images. C'est bien de le convoquer et par la parole et parfois par la présence de ces images elles-mêmes, même fussent-elles projetées. Et puis on aura après Raphaël Dalla Porta qui fera part de ses nombreuses expériences dans le champ de la commande publique, enfin assez nombreuses, en 1%, en commande publique, liées à des programmes ou à des bâtiments. Et puis Héloïse Conessa qui présentera notamment la très grande commande nationale Radioscopie de la France, sur laquelle nous reviendrons. Juste un mot aussi, puisque j'évoquais le fait que c'est agréable parfois d'avoir du visuel. C'est très agréable aussi d'être dans l'espace à côté, puisque Raphaël me disait que ça ressemble à une fan zone un petit peu, puisqu'on y voit là un écran sur lequel on voit quelque chose de sensiblement différent d'ici, mais c'est une expérience visuelle dans un espace public. Donc ce n'est pas forcément une commande publique, mais c'est peut-être quelque chose qui se rapproche de l'expression publique d'un espace public. Et puis l'on voit défiler la transcription par une personne dont on ne sait pas trop où elle est. On nous a dit qu'elle est ailleurs et que ce ne serait pas un ordinateur de ce qui se dit. Bref, nous avons là de quoi faire des expériences scopiques, des expériences spatiales, des expériences culturelles, et cela participe déjà du sujet qui nous réunit. Un petit retour sur le pitch pour nous rappeler les quelques notions sur lesquelles nous allons nous retrouver. À plusieurs moments déterminants de l'histoire du médium photographique, l'État a initié la création d'ensembles importants d'images témoignant des réalités contemporaines, qu'elles soient sociales, paysagères, territoriales ou architecturales. Dans des moments de crise auxquels les artistes sont confrontés, le recours à la commande publique est sollicité comme un New Deal à réactiver. Une occasion pour dresser un portrait de la commande publique photographique en France. Les grandes commandes sont en effet des marqueurs d'esthétique et de génération, des occasions de soutenir des créateurs photographes. Je dis cela, mais c'est peut-être une question sur laquelle l'artiste aura un mot tout particulièrement peut-être à dire. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un soutien de l'artiste? Est-ce qu'il s'agit d'une aide à son projet, à son œuvre? Est-ce qu'il s'agit
d'une commande au sens d'un ordre donné, de se prêter à un exercice d'obéissance quasiment à la puissance publique. C'est aussi, en effet, les grandes commandes permettent d'enrichir les collections publiques aussi, reconnaissons-le, et ça a son intérêt, et de participer in visu comme in situ par la médiation d'images sur des supports et dans des formats très variés, destinés à être exposés dans des lieux publics dédiés ou dans les paysages mêmes qui les ont parfois inspirés, aux transformations du monde dans lequel nous vivons et de ces représentations visuelles, bien sûr, mais aussi mentales, conceptuelles, sociales, politiques, en un mot, culturelles. Parmi les grandes commandes en cours, l'on parle beaucoup en ce moment de Monde Nouveau. On m'a dit de ne pas oublier de le citer, donc je le fais. Bien sûr, un appel à projet national du ministère de la Culture, initié par le président de la République dans le cadre du plan de relance, piloté au sein de la DGCA par Bernard Blisten, ancien directeur du Musée national d'art moderne, en lien avec le Centre des monuments nationaux et le Conservatoire du littoral, et visant à soutenir, suite à la crise du Covid, des artistes de plusieurs domaines du champ de la création artistique, sculpture, peinture, installation, design, photographie, images, mouvements, mais aussi performance, danse, musique, art sonore ou encore littérature, principalement des jeunes, sur la base de projets destinés à des espaces publics dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins. Alors, c'est 30 millions d'euros. Hein, j'entendais parler d'économie de la commande privée précédemment. Là, économie de la commande publique. 264 projets, 430 créateurs et créatrices de 20 à 96 ans. Donc, je disais surtout des jeunes, mais vous notez que quand même, ce n'est pas exclusif, car il y a 60% de moins de 40 ans parmi tous ces quelques 430 créateurs, parmi lesquels, du reste, il y a aussi des collectifs. Voilà. Une deuxième vague de commandes, donc peut-être 2 fois 30 millions, allez savoir, a été annoncée du reste récemment par le président de la République. Bref, une commande là, au sens très large, pas seulement photographique, est en cours et rentre tout à fait dans notre sujet. Il y a aussi Radioscopie de la France, hein, j'en ai dit un mot, de regard sur un pays traversé par la crise sanitaire, un programme de commande dont Élise Conessa va nous parler, dont le ministère de la Culture a confié le portage à la Bibliothèque nationale de France, un programme destiné principalement aux photojournalistes et photographes ayant déjà collaboré avec la presse. 200 lauréats, c'est pas rien, français mais aussi européens, vivant et travaillant en France, ont été sélectionnés en 2021, je crois, et en 2022. Hein, et autant de projets représentatifs d'écriture photographique très diverses vont témoigner d'aspects eux aussi variés des territoires métropolitains et ultramarins. Voilà, c'est cela qui constituera le fil conducteur de cette commande, deuxième grande commande nationale, mais spécifiquement photographique, portée par la Bibliothèque nationale de France, on y reviendra. On le sait, les grandes commandes photographiques nationales qui vont de pair avec d'autres programmes non moins ambitieux au plan artistique et culturel et dont nous allons parler avec Raphaël Dalla Porta, l'artiste et les représentants des ateliers Médicis et du CNAP, font aussi écho à des programmes historiques. Et pour en citer quelques-uns, il y a eu la mission héliographique de 1851-52, héliographique car on ne parlait pas alors encore de photographie. Première commande publique photographique nationale à l'initiative de la jeune commission des monuments historiques, présidée par mon ancêtre collègue, en quelque sorte, Prosper Mérimée, de l'inspection, mais du patrimoine, pas de la création artistique, qui charge alors Henri Le Sec, Gustave Legré, Auguste Mestral, Édouard Baldus et Hippolyte Bayard de recueillir, dit-on à l'époque, des dessins photographiques d'un certain nombre d'édifices historiques. En fait, 175 monuments à travers la France. Cette mission héliographique devait inspirer plus tard aux États-Unis, pendant la Grande Dépression et le New Deal, la célèbre commande de la Farm Security Administration, vous le savez, la FSA. Et puis, nous avons tous à l'esprit une autre commande publique française ô combien fameuse, fondatrice à sa manière de l'approche photographique des paysages français et dont la BNF conserve l'essentiel des négatifs et des tirages. La commande passée entre 1984 et 1988 à l'initiative de François Herse
et Bernard Latarger, par la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la DATAR, commande à 29 photographes français et étrangers, tels que, excusez du peu, Lewis Balz, Thibaut Cuisset, Xavier Dony, Despatin et Gobelli, Jean-Louis Garnel, François Hers, Sophie Ristelubert, Joseph Koudelka, Suzanne Lafont ou Laure Vasconi, héritiers tous de l'esthétique documentaire des années 1930 et des travaux plus contemporains des New Topographics aux États-Unis au milieu des années 70. Du reste, l'un de ceux-ci, Lewis Balz, était présent dans la commande de la mission DATAR des années 80. On n'oublie pas, bien sûr, des commandes comme celle que le CNAP, représenté par mon ami et collègue Pascal Boss, a lancé ces dernières années avec divers partenaires tels que les ateliers Médicis, mais aussi, et parmi d'autres, l'association EWARE ou le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, notamment sur la situation, pour ce qui est de ce projet avec le Pérou, des migrants à Calais. Voilà, Clément Postec et Pascal Boss nous parleront de certains de ces programmes, et notamment de celui qui est porté en commun autour de Regard du Grand Paris depuis 10 ans. On n'oublie pas non plus les commandes d'initiatives privées. Alors pardon, c'est juste pour dire que quand même tout ça, c'est de l'art. Et donc si la procédure peut être privée ou publique, à un certain moment on se retrouve, et bien souvent sur des lieux publics. Et du reste, la commande privée, si je puis dire, l'initiative privée dont je vais parler, avait été présentée, si je ne m'abuse, en 2014 à la BNF. Donc on n'oublie pas non plus les commandes d'initiatives privées telles que France Territoire Liquide, qui entre 2012 et 2014 réunit des contributions de 41 photographes français à l'initiative de 4 d'entre eux, Frédéric Delangle, Cédric Delceau, Patrick Messina et Jérôme Brésillon. Enfin, je voudrais dire que la commande publique photographique est un aspect de la commande publique artistique. Elle a ses spécificités, bien sûr, parmi lesquelles sa relation historique à l'espace public singulier qu'est le support de presse. Mais on la voit apparaître ici et là à la faveur de programmes de commande publique artistique non fléchés, non réservés au seul domaine d'expression photographique, et challenger, ce faisant, comme par surprise, les autres disciplines des arts visuels que sont, par exemple, la sculpture, l'installation, le design ou la peinture. Je voudrais rendre hommage ici, parmi d'autres, à un chef-d'œuvre d'art public. Et du reste, c'est intéressant de noter que parfois la commande publique donne lieu à des chefs-d'œuvre. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez bien en tête le plafond de Chagall à l'Opéra Garnier, on trouverait beaucoup d'autres exemples. Mais ici, je voudrais rendre hommage à un chef-d'œuvre d'art public, car des chefs-d'œuvre voient souvent le jour à la faveur du processus que l'on appelle commande publique. C'est vrai aussi, je citais Chagall, mais c'est vrai aussi, par exemple, de Dreadful Details, le diptyque photographique réalisé par Éric Baudelaire en 2006, tu le cites souvent. C'est un exemple d'une œuvre qui est née d'un contexte de commande. Et l'œuvre en question, ce diptyque, est conservé par le CNAP, qui est son commanditaire, je crois. Eh bien, l'œuvre à laquelle je voulais rendre hommage, c'est un 1%. Un 1% qui n'avait pas lieu à l'origine à être photographique. C'est celui du Conservatoire national supérieur de musique de La Villette. Un 1% qui s'appelle la réserve des morts, ou la réserve du Conservatoire de musique, qui a été réalisé, je crois, en 1991, à la demande de Christian de Portzamparc, qui voulait vraiment une présence d'artistes plasticiens dans son grand chantier. Je crois qu'il avait également fait appel à Pierre Buraglio et à Aurélie Nemours. Et il s'adresse à Christian Boltanski. Christian Boltanski lui fait une réponse à la Boltanski. Il commence par dire « Oh non, ça ne m'intéresse pas ». Pourtant, Boltanski, dans la fin des années 70, si je ne m'abuse, dans un collège des Lantillais près de Dijon, avait réalisé un 1% photographique, dans un sens qui est une de ses pièces maîtresses. Il dit non. Christian de Portzamparc, et ça c'est important parce que dans la relation de commande, il y a une relation de demande, de questions et de réponses. Et d'ailleurs, le meilleur commanditaire est celui qui attend qu'on lui fasse une réponse qui ne corresponde pas à la question qu'il avait posée. Et alors, la seule question qui vaille, en quelque sorte, celle de Christian de Portzamparc, c'était de dire qu'il y tenait à ce que Boltanski soit là, avec son univers poétique, et qu'il n'avait pas plus d'idées que ça sur la forme, l'endroit de l'œuvre à venir.
Alors Boltanski, se sentant un peu sous pression, et peut-être n'attendant que ça pour jouer d'une proposition inattendue, dit d'accord, mais dans un lieu que personne ne voit. Ah, ça c'est un peu gênant quand on parle d'art public. Hein. Dans l'espace public en général, je ne vais pas aller chercher Kant et ses magnifiques textes dans Qu'est-ce que les Lumières, où il insiste sur l'importance de faire publicité de la raison de façon illimitée et libre dans l'espace public. C'est un devoir de l'intellectuel et de l'artiste. Mais alors là, en termes de publicité, au sens de mettre sur l'espace public, dans la cité, pourrait-on dire, l'œuvre d'art, Boltanski y allait un peu fort. Et Cresson, pourtant, l'a pris au mot et lui dit si tu veux, le vide sanitaire. Le vide sanitaire, certains d'entre vous savent ce que c'est, sans doute. C'est plus bas que la cave. C'est entre le bâtiment et ses dernières fondations, et puis la terre, le rocher, etc. Le vide sanitaire au Conservatoire national de Paris. Alors aujourd'hui, il faut le demander, il faut téléphoner, il faut le demander à l'accueil pour avoir l'autorisation d'y aller, demander la clé ou que quelqu'un vous emmène. Et vous vous retrouvez dans, à mon avis, le chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre de Boltanski. C'est quelques 200 mètres carrés de dédale. Il y a 3 grandes salles. La première, vous avez un immense mur haut comme ça, sur lequel, qui fait 50 mètres de long, il n'y a que des photos noir et blanc, sous verre, encadré, en plus avec l'effet de la poussière avec le temps, on dirait du Gerhard Richter des années 70. Et là, ce sont d'improbables photographies d'improbables étudiants et étudiantes du Conservatoire de musique de Paris. Dans la salle d'après, vous avez un dédale d'étagères sur lesquelles sont posées des boîtes d'archives avec des photos, elles aussi improbables, et puis des noms, eux aussi improbables. Je crois que me souvenir, pour y être allé 2 fois, que Boltanski s'est même permis à un moment donné de mettre parmi les noms des anciens élèves de l'école du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, Paul Touvier, quand même secrétaire général de la préfecture de Lyon pendant l'occupation. Et puis un peu plus loin, mais ça c'est Boltanski, ça va très très loin la question de l'archive, chez lui, mi-imaginaire, mi-historique, mi-réel. Et il y a enfin les vraies archives de l'architecte que Boltanski a demandé à l'agence d'architectes Pourcent Park de lui remettre et qu'il a mis dans des boîtes métalliques, vous savez, avec des petits grillages dessus. Voilà, je voulais juste, et c'est déjà trop long, j'en suis bien conscient, vous mettre en perspective la question de la commande publique ou de l'art public photographique dans une histoire de la commande publique ou de l'art public et photographique et d'art, d'une façon générale. Je vais tout de suite passer la parole à mon voisin, puisque c'est une commodité de voir dans l'ordre que l'on s'est donné Pascal à mes côtés, qui pourra, et je l'y invite, d'une part nous montrer quelques visuels, parce que des photos peuvent parler, nous donner des informations, des photos de photos en quelque sorte, mais surtout témoigner, je sais qu'il a à cœur de le faire, d'une expérience, d'un partage d'expérience, en n'hésitant pas de s'interrompre lui-même, de m'interrompre ou d'interrompre les autres pour échanger les uns avec les autres. Merci Guy pour ces propos en introduction à la table qui nous rassemble. Et tu nous donnes déjà envie de parler de toute autre chose que ce à quoi nous avions pensé. Alors, c'est très risqué si on commence à jouer ce jeu de ping-pong, mais en parlant de Boltanski et de son rapport à la photographie, qui est fondamental dans sa pratique, et notamment dans le cadre de la commande, j'aime à penser soudain à une très belle commande qu'il a réalisée pour le CNAP, à l'invitation de Jean-Hubert Martin, et que l'on voit lorsque l'on entre dans le château de Waron. Nous sommes accueillis par les enfants de Waron. Je vous recommande la promenade sur les chemins de l'été. C'est formidable, très émouvant de voir ces enfants qui ont toutes et tous fréquenté l'école élémentaire de ce petit village dans lequel se trouve ce superbe château de la Renaissance. Et puis donc, là encore, une réponse à une invitation à travailler par Boltanski. Boltanski se transforme, c'était un fantasme, un rêve, sans doute qu'il avait depuis longtemps. Boltanski se transforme en photographe d'école, puisque nous sommes toutes et tous passés devant le photographe à la fin de l'année. Peut-être nous avons encore quelques images souvenirs. Et pendant 4 années, à distance, entre 1993 et 2000,
Waron est venu dans ce petit village charmant pour être le photographe d'école. Je jouais ce rôle véritablement. Tous ces portraits se retrouvent dans l'entrée, encadrés dans des boiseries qui s'intègrent parfaitement aux décors muraux. Et cette dimension absolument démocratique, cette inscription in situ de la photographie, en lien à sa communauté. Les enfants qui ne sont maintenant plus des enfants peuvent y amener leurs propres enfants ou déjà petits-enfants. Donc, inscription d'une mémoire, d'une communauté, de personnes peut-être anonymes, mais ô combien toutes et tous belles et importantes dans notre monde. Et voilà, c'est une très belle commande, et je crois que c'est, de même que le projet que tu évoquais, une manière peut-être d'introduire l'idée de la commande menée au Centre national des arts plastiques. Il faut dire que le Centre national des arts plastiques, qui fête cette année ses 40 ans, a la charge d'une belle collection qui s'appelle le Fonds national d'art contemporain et qui a été créé en 1791. Et depuis lors, l'État n'a jamais cessé de constituer cette collection dont nous nous occupons. Aujourd'hui, combien de numéros? 70 000 Plus de 103 000 numéros d'inventaire, donc beaucoup plus d'items, et notamment pour la photographie, 13 000 numéros d'inventaire. Évidemment, beaucoup plus de photographies, puisqu'une œuvre photographique peut aller de 1 à 2 dans un diptyque, à 10, à 100 ou à 472 avec Martine Parr. Et donc, cette collection a été créée dans un temps où il s'agissait de repenser la politique de l'État. Parmi les révolutionnaires se trouvait l'abbé Grégoire, qui a un rôle fondamental, bien sûr, dans la théorisation du patrimoine dans notre beau pays. Et il a proposé, parmi d'autres, à la législative, avec ses camarades révolutionnaires, il a proposé cette belle idée de constituer une collection nationale d'art de notre temps, en disant qu'elle serait constituée à la fois par l'achat et la commande, afin, je cherche la mémoire de ces mots précis, d'encourager et de soutenir les talents prometteurs de notre beau pays. Chose finalement que nous faisons toujours aujourd'hui, avec bien des évolutions dans une toute autre époque, mais dans une continuité historique. J'ai lu quelque part qu'il y avait aujourd'hui 18 800 œuvres et études, œuvres ou études qui ont fait l'objet de commandes et qui sont conservées au CNAP. Tout à fait, parce que la commande, ça aboutit à des œuvres, mais ça peut être accompagné aussi par des maquettes, des projets, des études, des images photographiques qui sont conservées en tant que documents, mais qui permettent d'expliciter le parcours de l'artiste. Donc beaucoup plus d'éléments que les chiffres. Et ça, c'est passionnant, et peut-être ça commence à expliquer un peu notre philosophie dans la pratique de la commande. Pour nous, la commande, c'est une invitation qui est faite aux artistes à travailler sur un sujet qui leur importe, sur la base d'un déclencheur qui sera un appel à projet, un thème que nous ne demandons surtout pas d'illustrer et auquel il ne s'agit surtout pas de répondre de manière appliquée. Nous concevons vraiment la commande lorsque nous lançons un nouveau programme, puisque bien souvent nous développons la commande en photographie avec des programmes qui rassemblent 10, 15, 16 ou plus, ou 100 photographes. Je pense notamment à la très belle commande réalisée au tournant de l'an 2000 et qui, en fait, pendant 3 ans, avant et après l'an 2000, a consisté à représenter la jeunesse. On y revient, la jeunesse française. La jeunesse en France. Avec une centaine de photographes français et étrangers. Ça fait un beau bloc mémoriel et un bel enregistrement de toutes les manières de rester jeune. Donc, la commande, pour nous, c'est vraiment un espace qui est destiné à permettre aux artistes de travailler. Ça va de soi. Concrètement, il y a un appel à projet qui est lancé, nous recevons des réponses, un comité scientifique ad hoc créé pour l'occasion se réunit, sélectionne des projets. On commence par quoi? On part d'une thématique qui nous inspire,
d'une situation de crise, comme on le dit beaucoup à propos de certaines des grandes commandes actuelles, de lieu, d'une relation à un partenaire, ou voire même d'artistes qui, avant qu'on leur demande quelque chose, auraient peut-être l'idée de ce qu'on pourrait leur demander? Oui, loin de moi l'idée de vous raconter toute l'histoire de la commande au CNAP et bien ailleurs, hein, puisque nous sommes un opérateur du ministère de la Culture qui mène la commande, vous l'aurez compris, depuis fort longtemps, depuis son origine, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a une multitude d'opérateurs de commande en photographie en France, et ça qui est absolument passionnant. Par exemple, dans le cas de Image 3.0 dont nous parlait Fanny Escoulène précédemment, commande présentée actuellement à Reims, au Cellier, d'où est partie cette idée de commander des œuvres à des créateurs dans le champ de l'image, mais pas plutôt numérique, si je ne m'abuse? Oui, cette commande Image 3.0 que nous avons réalisée en partenariat avec le Jeu de Paume, que nous exposons actuellement pour la première fois au Cellier à Reims. Cette commande, elle est partie d'une envie de travailler ensemble, Jeu de Paume et CNAP, en nous rassemblant autour d'une table, en échangeant l'envie d'inviter les photographes à travailler peut-être différemment de leurs habitudes et à offrir à la collection des œuvres qui partaient toutes à l'origine de l'idée d'une dématérialisation plus ou moins grande, c'est-à-dire d'une conception de la diffusion de notre collection, hein, puisque vous l'aurez compris, ou pour celles et ceux qui la connaissent déjà, je le répète, mais le CNAP est une collection sans mur. Nos missions sont de faire vivre une collection, de la diffuser, de la partager donc par le dépôt, le prêt, l'organisation d'expositions, et toujours en partenariat. Et donc, cette commande a été imaginée avec l'idée de commander 15, puis finalement ça a été 16, nouvelles œuvres pour la collection qu'il serait possible de diffuser, d'exposer, de prêter, en réduisant le plus possible la matérialité de l'œuvre, et donc les coûts afférents, l'empreinte carbone, etc. Ce n'était pas la seule du tout idée à l'origine, hein. Mais c'était une convergence en quelque sorte de pensée entre deux grandes institutions, le CNAP et le Jeu de Paume, qui se retrouvaient autour d'une analyse du devenir d'un pan de la culture de l'image. Oui, avec nos missions respectives et complémentaires, ce qui nous rassemble donc dans ce partenariat, nous concevons la commande comme un lieu d'expérimentation, un lieu de recherche et de création, qui aboutit à la création d'une œuvre qui entre au final dans la collection, bien sûr, dont nous accompagnons le process de création, mais nous savons aussi nous mettre en retrait pour laisser naturellement l'artiste, dans le temps qui lui est nécessaire, réaliser l'œuvre, tâtonner, chercher, prendre une autre voie que celle qui était annoncée à l'origine. Donc, mais oui, c'est vraiment l'idée de faire une commande expérimentale, comme toutes elles le sont d'une certaine manière pour nous, hein. C'est-à-dire à l'opposé du formatage, je dirais, hein, nous n'attendons pas une réponse, hein, préconçue. Des transformations de l'esthétique. En l'occurrence, oui. En l'occurrence, il s'agissait vraiment de prendre en compte tous les possibles offerts par tous les outils que nous connaissons bien ou qui restent à découvrir. On va pouvoir peut-être demander à Raphaël. Très bonne idée, puisque Raphaël fait partie de la commande, hein, avec un dispositif qui produit une image spéculaire et surtout qui enregistre la présence du regardeur. Le micro, Raphaël, s'il te plaît. Dans ce genre de commandes, j'ai apprécié la manière dont elles sont articulées. C'est des vraies opportunités de travail. Et là, sur une dynamique d'image qu'on pourrait appeler d'image du futur ou autre, de faire un pas de côté aussi par rapport à sa pratique ou d'encourager, d'avoir les moyens de pouvoir prendre des risques. Donc cette dynamique laboratoire, cette dynamique de se challenger, de faire des choses qu'on a peut-être les moyens de faire dans son atelier, mais de les amener après avec une vraie rencontre publique. Et quand on s'engage sur une commande publique comme ça, c'est un engagement jusqu'à sa livraison, jusqu'à sa activation, peut-être sa réactivation. Il y a une temporalité qui est assez longue entre un appel d'offres et sa concrétisation.
Il faut peut-être dire ce que l'on voit, parce que c'est inattendu quand même en termes de politique de l'image. C'est une sorte d'automate. Avant ça, il y a la réponse à un appel d'offres. Donc il y a une proposition qui va être de questionner ce qu'est la reconnaissance faciale et comment interroger ça aujourd'hui. Donc, dans Image 3.0, moi je me suis, comme je le fais toujours, même si parfois je me passe des commandes à moi-même, je les fais toujours en collaboration. Et j'ai pu collaborer avec des militaires, des médecins légistes, des archéologues. Et là, je me suis rapproché de mathématiciens de l'ENS qui avaient ensemble questionné la circulation des images à l'heure du numérique aujourd'hui et qui étaient de brillants programmateurs aussi, mais qui se demandaient vraiment qu'est-ce qu'une image aujourd'hui, comment est-ce qu'elle circule, comment elle peut être traduite, comment elle peut être transformée, comment elle circule. Et ensemble, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on appelle la reconnaissance faciale et est-ce qu'il y a des moyens de protéger une image. Et entre la proposition qu'on a faite, avec toutes les vigilances qu'on avait prises de ne pas se laisser piéger, à essayer de ne pas tomber dans des systèmes en utilisant de l'intelligence artificielle qui sont des systèmes d'attaque-défense, on s'est rendu compte quand on a été retenu et qu'à 6 mois, on devait exposer ce qu'on allait faire, que ce qu'on avait proposé avait été entre-temps fait par le MIT sous la forme d'un site web d'application, c'est-à-dire un algorithme qui cachait les images, qui permettait de les, non pas de les flouter, mais de les traduire pour la vision humaine. Rien n'a été changé, mais pour la vision machine, elle changeait complètement de statut. On pensait travailler dans cette direction. Or, voilà, ça, on a été pris de vitesse parce que toutes ces recherches vont très vite, et elles vont très vite en intelligence artificielle pour la simple et bonne raison que c'est de l'attaque-défense. Donc en fait, quand on attaque un système, on le défend, on le renforce. Et ce qu'on appelait hacker ne veut plus rien dire, parce qu'il peut y avoir des hackers blancs. Et si on voulait contrer la reconnaissance faciale sur les caméras de vidéosurveillance, qui en Europe est pour l'instant interdit, mais c'est un enjeu, bah, il n'y en a pas. Donc il y a une frustration là-dedans, mais j'aime la frustration quand elle est créative, en fait, quand on peut en jouer. Et je me suis reposé avec ces deux complices, Louis Thierry et Thomas Kerdreux, en se disant c'est quoi la reconnaissance faciale? Qu'est-ce que c'est au fond du fond? On oublie les algorithmes, l'intelligence, le baratin habituel médiatique, et on s'est reconcentré sur le fait que se reconnaître dans un miroir, c'est de la reconnaissance faciale. On ne voit pas très bien le miroir. Il est au milieu, à côté de la potence. Un miroir dans lequel le spectateur qui approche se voit. Et que même avant ce qu'on appelle le stade du miroir en psychologie, de cette construction d'enfant, le regard d'une mère qu'elle porte sur son enfant est déjà une reconnaissance d'un visage. Et on en a besoin dans notre construction. La reconnaissance faciale, c'est ce qui nous permet d'exister, de nous reconnaître, de nous saluer. Enfin, c'est quotidien. Donc oublions l'aspect numérique, oublions la perversion des technologies qu'il peut y avoir et mettons le spectateur juste devant un miroir et rejoignons ce jeu du face de miroir. Sauf que quand on est dans cette installation, maintenant, face à un miroir, il y a un petit bruit qui est réglé pour être comme un battement cardiaque, qui va se déclencher quand on est face à ce miroir et qui va inscrire des lignes sur une feuille de papier thermique qui est haute qu'un ticket de caisse. Et ces lignes s'inscrivent à chaque seconde. Et ce battement qui rappelle un battement cardiaque est en fait du temps qu'on peut passer avec soi, avec son image. Il y a bien de l'image en jeu. Mais si on commence à détourner son regard, à ne plus être face au miroir et à s'intéresser à ce ticket, à la note, l'expérience s'arrête. Un indice s'inscrit au bas du ticket avant d'être coupé, qui est un indice de volatilité, qui est une moyenne de tout le temps passé de tous les spectateurs qui sont, ou visiteurs, ou comment vous voulez les appeler, de gens qui sont venus, d'enfants qui ont joué avec cet instrument. Et ce ticket est offert aux visiteurs. On l'a activé une première fois parce que quand je dis que c'est une responsabilité de livrer une œuvre et qu'elle soit activable, en fait, ça ne peut pas se faire que dans l'atelier. Pour moi, cette installation n'était pas qu'une notice, il fallait la tester. Donc on l'avait fait avec ma galerie dans une exposition qui s'appelait Free Lunch, qui était une exposition où toutes les œuvres étaient gratuites. Et donc ce petit ticket est une œuvre qu'on peut emporter, qui sera périssable, qui sera aussi volatile que le titre de l'installation, indice de volatilité. Et qui est une réponse à quel est notre devenir avec ces images, avec notre utilisation, on sait que c'est
pour le moment, on n'a pas inventé mieux que la photographie pour transmettre des émotions, pour faire circuler des émotions. On les utilise en abondance sur nos réseaux sociaux. Et en même temps, on sait que c'est nous le produit. C'était même dit par l'un des inventeurs du réseau le plus diffusé, le plus utilisé encore, et qu'il n'y a pas de monétarisation derrière, même si un groupe va rentrer en bourse. Et ces petites images qui ont une valeur, qui ne nous sont jamais rétribuées, qui sont effectivement très importantes pour nous, voilà, quel est leur devenir dans un monde marchand où tout est volatilité. L'indice de la volatilité, c'est une référence boursière, et après je m'arrête là-dessus, qui est en fait l'indice qu'on appelle de la peur. Toutes les valeurs refuges en bourse sont cotées sur l'indice de volatilité, le VIX. Et en fait, la bourse, notre système, a réussi ce que les alchimistes espéraient en faisant leur grande œuvre, en transformant une matière vile en or. La bourse a réussi à faire de l'or une manière volatile, parce que l'or, maintenant, est indexé sur l'index de volatilité. Donc voilà. Dans une période où il y a un chamboulement économique de toutes les valeurs, de tout ce qui nous tient à cœur, quel est le rôle des images? Voilà ce qu'interroge cette œuvre qui va, au final, être activable, être réactivable, peut-être tomber dans une obsolescence, même si on a essayé de faire quelque chose de très robuste, machine thermique employée dans tous les commerces, petites caméras de détection et autres. Mais quand elle sera plus activable, il restera ces capsules qui enregistreront un ticket pour chaque activation. Voilà. Je disais tout à l'heure que parfois, dans le processus de la commandite, l'artiste répond à une question qu'on ne lui a pas vraiment posée. Il y a quelque chose de cela, et puis il y a autre chose. Tu as dit à un moment donné qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la commande à soi-même aussi. Et j'aurais envie de te poser la question, dans le rapport aux commanditaires et en circonstances publiques, qui est le Centre national des arts plastiques, ici, mais tu as d'autres expériences de rapport à d'autres commanditaires publics, qu'est-ce que t'apporte la commande publique ? Ça apporte, il y a plusieurs étapes. Ça apporte déjà l'idée de se poser et d'articuler une proposition, mais sans être déjà trop dans l'idée, mais déjà une proposition. Ça apporte un temps qui est le temps de l'étude, qui est la plupart des commandes sérieusement montées, c'est le cas. Pour le Grand Paris, il y avait une étude livrée. Et ce temps d'étude est primordial. C'est un temps rémunéré où on va... le livrable est une étude. Voilà, ce n'est pas une œuvre, c'est une étude. Puis, les autres échéances, qui va être la livraison, ces commandes sont une manière, non pas d'aide aux artistes, mais une manière de créer des acquisitions d'œuvres. Donc il y a encore l'autre temporalité de s'assurer qu'une œuvre est... Et qu'est-ce que l'institution ne t'apporte pas qu'elle pourrait t'apporter dans le champ de la commande publique ? Qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas ? Parfois, elle ne m'apporte pas la dynamique que je mets dans mes projets personnels. C'est-à-dire qu'il faut attendre que, je ne sais pas, quand on est dans un programme et qu'on est dans la première année du programme du Grand Paris, l'exposition, elle a lieu cette année, 5 ans après. Quand je parle de temporalité, ça peut être long. Moi, s'il s'agissait que de moi, l'exposition, elle aurait été faite dès la première année. C'est-à-dire que mais là, on s'inscrit dans un programme long et qui est respectable parce que c'est une vraie projection sur une transformation d'un territoire qui est en cours. Et d'avoir cette volonté de s'inscrire sur 10 ans, c'est vraiment intelligent, c'est la chose, c'est juste. Mais voilà, ça ne m'apporte pas d'être maître du temps, en fait. On s'inscrit dans une commande, on joue de temporalité. Donc oui, parfois, c'est... Parfois, voilà, tu continues ton aventure seul, comme tu l'as fait, par exemple, à Pont d'Arc, avec la grotte Chauvet, où je crois que, à la faveur de quelque chose qui relevait d'une commande, portée à la fois par la DRAC, qui est une association de valorisation de la grotte Chauvet, tu as pu aller dans la grotte, ce qui est exceptionnel, y produire un travail, mais tu me disais aussi que pour la suite, parce que ta temporalité à toi, tes projets ne sont pas forcément tout à fait ceux de l'institution, tu as été chercher un éditeur, Xavier Barral, tu es allé chercher des partenaires pour développer le projet au Japon, notamment. Voilà, il y a un appariement entre deux temporalités. Je sais pas, dans le domaine artistique, il y a plein de mots qu'on emploie, un peu pas à tort et à travers, mais commande, résidence, carte blanche ou autre acquisition, parfois, ne sont pas toujours employés où il faut.
la grotte Chauvet, ce n'était pas une commande du ministère, ce n'était pas une commande publique. Et l'œuvre, c'était un concours organisé, validé par le ministère, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans la grotte Chauvet et que le ministère doit être là pour valider. Mais c'est une association en fait, qui gérait cette chose-là. Donc en fait, c'est pas pour les gens de la DRAC, c'était une commande publique, mais ça ne l'était pas en fait. L'association dans le cadre d'une inscription de la grotte à l'UNESCO, je crois, au patrimoine de l'UNESCO. Que l'association s'est créée et après, ils se sont dit que c'était, vu le peu d'entrées qu'il pouvait y avoir, une centaine d'heures par an, il y a une liste d'attente de plus de 150 chercheurs dans le domaine qui ne peuvent pas rentrer dans la grotte. C'est un scandale d'y être allé 3 fois 2 heures pour plein de gens. Ça n'aura peut-être plus lieu parce que c'est une seconde fois, mais apparemment ça ne va pas être réitéré. Et c'est des accès inespérés. Et quand un rêve peut se réaliser grâce à ce genre de commande, oui, on postule. Encore un exemple de temporalité. La puissance publique, en quelque sorte, par le biais de cette association, t'offre 3 fois 2 heures. Oui, et ça peut s'appeler résidence, si on emploie mal aussi les mots. C'est 3 fois 2 heures, mais ça peut s'appeler une résidence. Mais ça m'intéresse aussi parce que souvent, quand on parle d'art public, on parle d'espace public, mais il y a aussi du temps public. On peut occuper la nuit, on peut occuper des temporalités longues, des temporalités courtes. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là que tu es en train d'évoquer. Ça, c'est exactement le genre de réflexion qu'on peut avoir quand on a le confort d'une commande publique, quand on a ce temps d'étude, quand on a ce temps de concours en plusieurs étapes, où ce n'est pas juste une note d'intention sur un A4, mais on est présélectionné pour une seconde étape, comme par exemple les 1% artistiques, où il n'y a plus que 6 en compétition, et on est enfin rémunéré, on peut fournir une étude. Et là, on pose justement tout ce contexte. Intervenir dans un bâtiment, c'est quoi le bâtiment? C'est quoi les usagers? C'est quoi ok, c'est une école, mais elle va être ouverte à quelle heure? Quel est l'ensoleillement? Quelle est toute la circulation qui peut se faire dans ces lieux? On peut l'étudier, on en a le temps, on en a le confort. Enfin, en tout cas, si on en a la curiosité, on peut les prendre en compte. Ouais. Si tu veux bien, on reviendra à certains de tes projets, notamment ceux que tu viens d'évoquer. On a le temps, parce qu'on parle beaucoup de temporalité, mais je crois que... On va revenir aussi à Atelier Médicis. Mais Pascal, est-ce que tu veux donner d'autres exemples de commandes peut-être liées à 3.0, dans lesquelles, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir dans quelle mesure l'institution qui commande, l'institution publique qui commande via la commande publique, dans quelle mesure il y a une place pour l'étonnement et la découverte de quelque chose qui a été peut-être favorisé par la commande de l'artiste apparaît, qui témoigne des transformations des écritures artistiques et photographiques, voire des transformations des mentalités de l'époque, de l'environnement à tel moment. Ah oui, tu définis très certainement la philosophie de toutes nos commandes, mais particulièrement celle-ci, Image 3.0, a invité les artistes à se saisir d'outils qui n'étaient pas forcément leurs outils habituels, à découvrir et à nous faire découvrir de nouveaux régimes scopiques, de nouvelles manières de regarder une image, d'abord pour elle et eux, de nouvelles manières de produire une image. Voilà, c'était le cas pour toi. Ça l'est aussi pour Hanako Murakami, qui travaille sur la matérialité de la photographie là, il faut que tu décrives primitive, ce qui se passe. Et qui, pour la première fois, a fait une œuvre technologique interactive. Alors, il y a 2 images. En fait, nous sommes face à un écran plat de dimension domestique, accroché au mur. Et sur cet écran, il y a une sorte d'image mouvante qui est faite en fait de la matière décomposée d'une surface photographique. Il y a un paysage mouvant, un ciel peut-être, et qui nous attire, qui nous accueille. Et puis, quand nous nous plaçons face à l'écran, intuitivement, nous découvrons que notre regard a la puissance d'enflammer l'image que nous regardons exactement à l'endroit où il se pose. Et là s'opère un jeu naturel découlant de cet étonnement, puisque l'on sait qu'il n'y a pas un seul parcours identique dans une image, il y en a autant que de regardeuses et de regardeurs. Et bien là, dans les zigzags, les mouvements, nos manières de détailler une image, d'aller de son bord supérieur à son bord inférieur, de faire des zigzags, eh bien, notre regard déclenche le feu dans des lignes successives
Alors voilà, c'est une très belle idée que Hanako Murakami nous a proposée. Et lorsqu'elle présente le projet, fort bien présenté, fort bien imaginé, elle n'est pas encore en mesure de le réaliser. Elle a toujours travaillé avec des supports primitifs de la photographie, qu'elle redécouvre, qu'elle explore, les latences, les potentiels qu'elle peut trouver dans des plaques de daguerréotypes non exposées, etc. Et donc, elle répond à notre projet parce que ça déclenche en elle l'envie de réaliser quelque chose qui était là, dans un espace de sa recherche. C'est-à-dire cette référence à la manière d'imager le regard pour les anciens Grecs et de désigner le regard comme doté d'une puissance de feu, qui enflamme tout ce qu'il touche. Ce sont les premières théorisations d'une physique qui n'est pas la nôtre aujourd'hui, d'un regard qui brûle. Et puis ça va avec plein d'autres étapes, en tout cas dans sa réflexion, jusqu'au regard de Superman et du rayon laser qui sort de ses yeux. Et donc, lorsqu'elle nous propose le projet, fort bien présenté, convaincant, intéressant, surprenant quand on connaît son travail, elle n'est pas encore en mesure de réaliser l'œuvre. Elle va chercher des savoir-faire, elle va chercher, en l'occurrence, l'interlocutrice, puisqu'une telle commande, comme toute œuvre d'art, ne se réalise pas seule. Elle va identifier une développeuse de jeux vidéo qui va savoir écrire le code et lui proposer les interfaces absolument discrètes, quasi invisibles, qui vont permettre de créer cette interactivité entre l'image et nous, regardeurs, face à elle. Et au final, alors on parle de temporalité, on décrit un peu de l'artiste lorsqu'on le dit ainsi, mais au final, dans le temps imparti exactement, Hanako Murakami rend une œuvre qui fonctionne, qui correspond à ce qu'elle avait imaginé, mais qu'un an et demi avant, elle ne savait pas être en mesure de réaliser. Et elle en est très satisfaite dans son parcours. Pour elle, c'est une expérience. Elle est allée vers les nouvelles technologies, alors que jamais elle n'en avait fait l'expérience. Voilà, donc c'est ainsi que je présente la commande pour nous comme un espace expérimental de création dans lequel nous invitons les artistes et qui, en cours de route, vont découvrir que le projet ne peut pas aboutir tel qu'il avait été imaginé. Puis à ce moment-là, en général, il y a un mail, il y a un coup de fil et on discute. Et l'artiste, de différentes manières, inquiet ou pas, nous dit « le projet a changé ». Et là, je pourrais vous citer de très nombreux exemples dont j'ai pu faire l'expérience, où l'artiste vous dit « mais c'est plus, j'ai annoncé des photos, mais en fait, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de vie. Ce n'est plus de la photo, c'est du film. » C'est une commande photographique, l'artiste un peu inquiète. Elle expose ici même dans le Palais de Tokyo, Laura Eno. Me dit, là, je découvre quelque chose en faisant la recherche dans le cadre que je vous avais proposé. J'ai besoin d'apporter la vie, le mouvement, le son, les bruits. Est-ce que c'est possible ? À ce moment-là, on lui répond oui. Et c'était sa première vidéo. De l'image fixe à l'image mouvement. Voilà, et c'était son premier film. Et depuis lors, elle en a développé un certain nombre qui fonctionnent remarquablement dans l'articulation entre image fixe et image en mouvement. Ce qui me plaît bien aussi dans ce que j'ai entendu chez l'un et chez l'autre, vous avez évoqué la question de l'expérimentation. L'artiste, forcément, a témoigné directement de là où se passe et grâce à quelles circonstances sa recherche, ce qu'il y a d'expérimental, de quête d'un inconnu. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que vous avez évoqué l'un comme l'autre quelque chose qui est de l'ordre de la pluralité, du nombre, du commun. Moi, j'aime à dire que derrière les notions d'art public, peut-être aussi de service public et d'espace public, il ne faut pas se laisser détourner par la dimension adjective, comme ça, l'épithète, le qualificatif public. Ça devient vite assez abstrait. Dans public, il y a commande publique, art public notamment, voire service public. Il y a public, c'est une substance. Et on pourrait dire qu'il y a du peuple aussi. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et en tout cas, il y a de la rencontre. Et il y a rarement quelque chose qui se fait tout seul. Et j'apprécie que
Raphaël, et en passant, évoquait le fait qu'il travaillait ici avec un astronome, historien des sciences, là avec un médecin légiste, mais je sais qu'il a travaillé aussi avec d'autres créateurs, plasticiens, compositeurs comme Éric Cordier ou écrivains comme Philippe Vassé, par exemple. Et puis, il y a des rencontres qui se font d'institution à institution, où il y a des communautés que drainent avec elles aussi les institutions. Est-ce que tu pourrais évoquer aussi, comme pour ne pas en rester à ce seul exemple, parce qu'à chaque fois qu'il y a des programmes, si je comprends bien, au CNAP, avec EWARE pour la vie bonne, je parlais d'une communauté d'artistes femmes mobilisées par une association militante dans l'art des femmes. On évoquait tout à l'heure le Pérou avec Réinventer Calais, puis il y a les ateliers Médicis qui nous amènent sur le territoire du Grand Paris et un très très large territoire en mutation urbain. Et puis on sait bien que les ateliers Médicis ils sont tout à fait concentrés sur la relation au territoire, la relation à ses habitants et bien sûr la relation aux artistes, et ce qui peut se jouer de relation au territoire, aux habitants à travers ce médium, ce médiateur, cet ambassadeur de la vie publique en quelque sorte, de la vie commune et de ce qui est singulier dans le commun, qui est l'artiste. Alors, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre, comme ça, tuiler, mettre en relation vos expériences respectives qui, je crois, ont été importantes, hein, parce que Clément me disait, avec Pascal, ça se passe très très bien, ça se passe sur le long terme, 10 ans, c'est Regard du Grand Paris, c'est 2016-2026, on n'est pas encore au bout, hein, et peut-être que vous répartissez un peu les rôles aussi à certains moments. L'un est peut-être plus sur la relation au territoire, l'autre est peut-être plus sur l'accompagnement des artistes dans certains moments, et puis peut-être que ça s'échange. Dites-nous quelque chose sur ce qui se produit de public, justement, de commun dans l'expérience de la commande publique que vous faites autour de Regard du Grand Paris. Si on peut changer le diaporama et mettre celui des ateliers Médicis, on verra quelques images du Grand Paris. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer sur Regard du Grand Paris. Ce sont effectivement déjà 5 ans de travail en collaboration entre les ateliers Médicis et le CNAP, le Centre national des arts plastiques. Alors, on parlait de public, il y a évidemment 1000 choses à dire, c'est passionnant. Le public est à constituer aux ateliers Médicis. Il l'est en tant que lieu, il l'est en tant que communauté. Et de fait, il l'est en tant qu'institution. Et la commande des Regards du Grand Paris, donc commande photographique nationale, lancée en 2016 en partenariat avec les ateliers Médicis et le CNAP, se donne 10 années. Voilà, ça c'est très important, on parlait de temporalité aussi. Et ce sont 10 années qui en fait accompagnent évidemment une génération d'artistes qui se constituent édition après édition. 10 années qui accompagnent un territoire, on vient de le dire aussi, en profonde mutation, peut-être toujours en mutation, mais en tout cas il l'est particulièrement en ce moment. Et 10 années qui accompagnent en fait un des commanditaires, les deux, mais je parle au nom des ateliers Médicis, puisque lorsque la commande est lancée en 2016, officiellement les ateliers Médicis n'étaient encore qu'un établissement en projet, même le nom n'existait pas. À ce sujet, j'ai une très belle anecdote, un très beau souvenir personnel. C'est Raphaël, tout juste sélectionné pour la phase d'étude, donc qui précédait la phase de réalisation, qui se dépêche parce que le temps est compté et qui vient jusqu'à Clichy-sous-Bois, où nous étions installés dans des bureaux provisoires. Je crois qu'on était 2 dans l'équipe. Et Raphaël sonne, et donc je lui ouvre la porte, je le rencontre à ce moment-là. Et il est accompagné de Philippe Vassé, écrivain avec qui Raphaël a travaillé en collaboration. Et le temps était compté parce qu'à ce moment-là, donc je crois que nous sommes en octobre 2016, le ministère de la Culture a acquis une tour, la tour Utrio à Clichy-sous-Bois. Il était question d'y construire, d'y installer une villa Médicis des banlieues, sauf que la tour ne le permettant pas tout à fait, nous étions dans des bureaux à programmer un projet, et notamment un premier bâtiment qui a ouvert en 2018. Donc je le disais, la commande Regard du Grand Paris, voilà, elle accompagne plusieurs communautés, des institutions qui la portent,
Donc c'est une commande sous l'impulsion, à l'impulsion du ministère de la Culture, qui tout de suite a réuni le CNAP et les ateliers Médicis pour la concevoir. Donc c'est une commande que nous avons écrite ensemble et qui, en fait, année après année, se qualifie, je dois dire. Donc je vais lancer les images. J'ai choisi, nous avons choisi en fait quelques artistes aujourd'hui. Donc nous sommes au mi-temps des 10 années de la commande et la meilleure manière de voir le travail qu'il en ressort déjà, c'est de venir voir l'exposition sur laquelle nous travaillons avec Pascal Boss également. Exposition donc, qui ouvrira le 23 juin prochain au Magasin Généraux à Pantin, au Musée Carnavalet à Paris et dans 38 autres sites du Grand Paris, puisqu'il nous semblait évident pour cette commande, alors qui n'est pas au service du territoire, ça c'est aussi important de le dire, ce sont les artistes qui nous mènent et la commande suit les artistes année après année. Comme le disait très bien Pascal Boss tout à l'heure, la commande crée un cadre, crée un espace dans lequel les artistes ont ensuite pleine liberté, en quelque sorte, mais je serais contredit si besoin. Il faut dire que votre cadre est large. Hein. Vous étiez parti de Clichy-Montfermeil et au moment de la création récente de l'EPCC, je lisais que désormais, vous intégrez la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Si les artistes n'ont pas de quoi là choisir un chemin un peu singulier, évidemment, on pourrait aller au-delà, bien sûr. Mais c'est dire qu'il y a des communautés, il y a des espaces que vous fédérez autour de votre projet. Oui, tout à fait. Alors, pour le dire, effectivement, les ateliers Médicis sont un établissement public comme le CNAP. Le CNAP est un établissement national. Les ateliers Médicis sont nationaux et territoriaux, en quelque sorte. Donc, effectivement, on retrouve dans le conseil d'administration et la gouvernance l'ensemble des partenaires institutionnels et territoriaux, donc des villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, jusqu'au ministère de la Culture, je ne vais pas tous les reciter. Mais pour les artistes, et pour cette commande en particulier, les artistes n'ont que deux interlocuteurs. Ce sont les ateliers Médicis et le CNAP, commanditaires. Et un territoire à explorer qui est le Grand Paris. Oui, un territoire sans bord. On aime à reprendre l'expression de Sébastien Thierry, politologue et membre fondateur du Pérou, le pôle d'exploration de ressources urbaines, puisque, en fait, pour la commande Regard du Grand Paris, nous aimons, Atelier Médicis et CNAP, rencontrer les artistes, faire se rencontrer, ou en tout cas susciter des rencontres entre les artistes, donc au sein de chaque édition ou entre chaque année, et évidemment avec les publics qu'il faudrait détailler. Alors qu'est-ce qu'on voit là sur les images, ou peut-être qu'il me faudrait en dire parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Là, c'est un projet qui s'appelle Navigo de Alassane Diawara. Donc, ça me permet de rebondir. Donc, Sébastien Thierry disait un territoire sans bord parce que la commande n'est pas au service d'aucune administration à proprement parler. C'est-à-dire que le Grand Paris, on pourrait le considérer institutionnellement. Par exemple, ce pourrait être la métropole du Grand Paris. On pourrait le considérer en termes d'infrastructure. Ce pourrait être l'élargissement des lignes de métro, notamment gérées par la Société du Grand Paris. Mais en fait, ces acteurs sont concernés de part et d'autre, les artistes les considèrent et ces institutions considèrent cette commande, mais cette commande est bien une commande artistique et les artistes explorent les sujets. Il est même arrivé, et le Covid, la pandémie l'a accéléré, mais qu'un artiste travaille depuis Casablanca sur le sujet. Il s'agit de Khalil Nemaoui. Khalil Nemaoui avait proposé un projet de commande sur la communauté des Chibani, élargie au cosmopolitisme contemporain, donc tous les Chibani à Paris. Il s'est retrouvé coincé littéralement à Casablanca, et donc avec Pascal, nous avons accompagné l'artiste dans la reformulation du projet, mais ce qui pour nous ne posait aucun problème, puisque cela permettait de démontrer
que le Grand Paris s'explore de par ses ailleurs ou ses a priori extérieurs. Alors là, l'image qu'on voit, c'est une image d'Alassane Diawara, donc c'est un artiste lauréat de la 5e année. Je le disais, le projet s'intitule Navigo. Il a repris le nom bien connu de la carte de transport de Paris et de la région Île-de-France. C'est une photographie à la fois spontanée et mise en scène. Et dans cette idée de territoire sans bord, voilà, je trouve intéressant cette image pour... Très bien. Et ce que je note, j'ai souvenir d'être allé à Clichy-sous-Bois pour la présentation par Till Ruskens, qui avait été résident aux Ateliers Médicis, de quelque chose, d'une œuvre qui relevait d'un théâtre d'objets. Il y a quelque chose, il y a aussi parfois, et c'est bien normal, des circulations, des dialogues qui se font d'artiste à artiste, un photographe et un performeur, ou quelqu'un qui fait, dit-il, du conte documenté, je crois qu'il dit comme ça, Till Ruskens. Chez Till Ruskens, il y a quelque chose comme de cet ordre-là qui nous évoque comme un mini-théâtre, l'urbanisme, les mutations des villes, la nature des monuments. Est-ce la Tour Eiffel qui montre du doigt ou autre chose? Il faudrait demander à Alassane, je ne sais pas. C'est assez mystérieux pour qu'il en soit, que rien ne soit certain. Est-ce qu'on peut voir d'autres images? Alors, pardon, je suis allé vite. Ça, c'est d'autres images d'Alassane Diawara. On avait aussi convoqué un projet de Anna Darabi et Benoît Grimbert, eux-mêmes en duo. Parce qu'on parlait de public, le public c'est aussi beaucoup de relations, je crois. Donc là, on l'a compris, donc ce sont 2 commanditaires, plusieurs années, plusieurs artistes chaque année. Alors il n'y a pas de collectif à proprement parler, mais les 5 premières années comptent déjà 5 duos et 5 binômes et plusieurs collaborations. Et évidemment, une multiplicité de pratiques photographiques, autant de démarches et autant de réponses à cette commande. Ici, c'est le livre, c'est une manière de dire que vous investissez aussi le champ de la valorisation par le livre, ou que la publication, c'est aussi un espace public? Alors, là, il s'agit de l'œuvre que Anna Darabi et Benoît Grimbert ont remis à la collection, puisque donc pour la commande Regard du Grand Paris, l'intérêt de la collaboration des 2 établissements est que les œuvres produites par les artistes rejoignent la collection nationale gérée par le CNAP. Là, il s'agit de l'œuvre que les artistes ont choisi de remettre. Il ne s'agit pas encore, en termes d'étapes dans le temps, d'éditions sur lesquelles nous travaillons également. C'est quoi l'œuvre? C'est un boîtier avec... Alors, c'est un livre, pardon, c'est vrai qu'on pourrait croire à un boîtier ou un disque. C'est un livre, le titre reprend une partie du titre du film de Jean-Luc Godard, 2 ou 3 choses que je sais d'elle. En fait, les artistes ont suivi une dizaine d'étudiants et d'étudiantes dans leur trajet, les considérant comme les citoyens, ou en tout cas citoyens futurs de ce territoire encore à définir. Et le livre rend compte de leur investigation photographique, page après page, déroulant le trajet des étudiantes et étudiants de leur domicile à leur lieu d'études. Alors souvent, la question est posée aux commanditaires, que sont le CNAP et les Ateliers Médicis, de représenter sur une carte géographique les lieux où les artistes ont travaillé. Ce projet-là, à lui seul, démontre l'impossibilité en fait, de retrouver une représentation géographique, et je trouve cette situation fort intéressante pour ce que l'acte photographique peut apporter. Et dans ce cas-là, le livre, c'est un unicum, ou c'est un livre d'artistes promis à être multiplié, à être diffusé? Alors, dans ce cas précis, c'est un livre tiré un nombre d'éditions limité, notamment pour la collection. Mais c'est un livre qui pourrait, sous cette forme ou une forme adaptée, trouver éditeur et être diffusé ensuite. Et en la circonstance, il pourrait être exposé, peut-être dans les expositions sur lesquelles vous travaillez. Non, tout simplement, il se déploie au mur, oui. Avec un plan d'accrochage très précis donné par les artistes. Donc vous pourrez le voir à la fois au magasin Généraux à partir du 23 juin et à la BPI au Centre Pompidou. Très bien. Est-ce qu'il y a des exemples aussi de commandes publiques photographiques dans le cadre de Regard du Grand Paris qui n'ont pas l'espace public uniquement comme sujet, mais également comme espace d'inscription?
Est-ce qu'il y a des œuvres d'art publiques photographiques qui sont portées par votre programme, qui se retrouvent exposées aussi dans d'autres lieux que les lieux dédiés? Oui, Karim Kall, effectivement, pardon, j'ai pas d'image de l'œuvre de Karim Kall, mais en fait, sur l'action du public, je crois qu'il est important de la poser à chaque étape de la commande, au moment même où les commanditaires la formulent, au moment où, avec un comité de sélection, donc chaque année renouvelé, composé de personnalités du champ professionnel ou du monde de l'art plus largement, c'est une question qui se pose vraiment à chaque étape, le souci du public. Et chaque artiste la pose en fait à sa manière. Là, par hasard, c'est une image de Baudouin Mwanda, donc photographe congolais qui est venu eh bien, dans le Grand Paris, en tout cas sur ce territoire, pour réaliser la commande. Et Baudouin s'est intéressé à la communauté des sapeurs et sapeuses, donc membres de la communauté de SAP ou de sapologie. Et en fait, le public, il est déjà là dans la question du public, elle est déjà là dans le projet, dans sa réalisation, au moment de l'acte de création et au moment de la monstration, comme nous allons le faire là pour l'exposition, présentant les œuvres en intérieur ou sur des sites extérieurs. Est-ce que je peux revenir sur l'expérience avec Raphaël, puisque vous avez collaboré dans le cadre de Regard du Grand Paris, si je ne m'abuse. Mais je serais un petit peu gêné parce que j'aimerais laisser la parole à ma voisine et je crois qu'on a parlé beaucoup de temporalité. D'accord. Et il y a une grande commande qui est encore à évoquer et donc je vais laisser la parole. Alors tu passes ton tour. Ok. Donc encore un mot, Clément, et pardon pour n'avoir pas su gérer la temporalité. Non, mais je le fais. Merci. Clément. Non, mais c'est très bien, enchaînons, et puis cela nous permettra de prendre les questions. Héloïse Conesa, que j'ai le plaisir de retrouver, puisqu'Héloïse comptait dans le premier comité de sélection de la première année de la commande Regard du Grand Paris. Je trouve que c'est intéressant, effectivement, de faire cette transition, d'autant qu'on vient de parler de la question de la valorisation, et je crois qu'autour de cette immense commande publique radioscopie de la France, un pays traversé par la crise sanitaire, il y a aussi ce souci, parce que aussi la BNF a pu étudier ce qui est advenu de grands fonds photographiques comme celui de la mission Datar et de leur valorisation, d'intégrer aussi très en amont cette question de la valorisation sous forme d'exposition, de livres, etc. Voilà. Alors effectivement, Héloïse. Effectivement, alors peut-être rappeler si on peut passer le PowerPoint concernant la commande publique. C'est bon? C'est en train. Ça arrive. La commande publique BNF. Alors, par la BNF. justement, si pour être parfaitement exhaustive sur les opérateurs et les commanditaires, je dirais d'abord que c'est une commande dont l'initiative vient du ministère de la Culture, plus particulièrement de la Direction générale des médias et de l'industrie culturelle, qu'elle a été également soutenue par la Direction générale de la création artistique, financée par la Direction générale des médias et de l'industrie culturelle et opérée par la BNF, financée notamment dans le cadre d'un plan de soutien à la filière presse lancé par le ministère de la Culture dans le cadre d'un fonds de lutte contre la précarité doté de 18 millions par an pour deux années, donc de 2021 à 2023. Et que ce dispositif se décline autour de plusieurs volets, notamment cette grande commande à destination des photographes qui collaborent régulièrement avec la presse. L'idée était de proposer effectivement cette radioscopie de la France des années 2020. Peut-être ce qui est intéressant de remarquer et qui est disons, un fil rouge pour toutes les commandes qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, ne serait-ce que pour la Datar, que vous avez cité comme moment un peu historique, mais effectivement, même avant ça, la mission héliographique participait de ce même moment de cristallisation, une cristallisation à la fois par rapport à la question d'une évolution politique, économique, sociale. Et voilà, on peut dire qu'effectivement, la France des années 2020, marquée par la pandémie, mais marquée aussi par des crispations identitaires, marquée également par, au niveau européen par le conflit russo-ukrainien, tout ça
a cristallisé un certain nombre de choses. Cristallisation aussi au niveau des évolutions du médium. C'est le cas, là encore, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais on voit aussi une évolution dans la pratique de la photographie de presse et aussi une crise massive de la photographie de presse avec un effondrement de la commande et une révolution numérique aussi qui a affecté beaucoup de photographes et qui interroge la place du photographe auteur dans le cadre de la presse. Donc, on avait cette volonté de réfléchir avec le ministère à ce qui serait en fait une commande qui permettrait de réunir un grand nombre de photographes. Donc effectivement, 200, c'est assez historique. Hein. La Datar, c'était 29 photographes. Et aussi de voir comment ce budget global de 5,46 millions d'euros pouvait être ventilé, pas simplement en ce qui concerne la production, puisqu'on a beaucoup parlé de la temporalité de la production. L'idée, c'était quand même de donner du temps aux photographes pour faire ce travail, donc 7 mois, de leur octroyer des conditions de production correctes. Donc on s'est arrêté sur ces 22 000 euros pour 7 mois. De production, donc ce qui comprend aussi la production des tirages, pas simplement la réalisation du travail pour lequel ils ont été sélectionnés par un jury d'experts à partir d'une note d'intention. Des tirages qu'ils doivent remettre à l'institution ? Alors des tirages, effectivement, 10 tirages qui doivent remettre, 10 tirages papier qui doivent remettre à l'institution, à la BNF, qui va conserver ces tirages, mais aussi des tirages d'exposition qui vont circuler. J'en parlerai peut-être dans quelques minutes. Et c'est eux qui les financent sur leurs 22 000 euros ? C'est eux qui les financent sur les 22 000 euros, et on leur demande aussi de nous remettre l'ensemble des fichiers numériques édités, puisque sur un travail de 7 mois, on pourra s'accorder à dire que, bien évidemment, ils ont produit davantage que 10 images sur un sujet extrêmement vaste. Et donc aussi, à côté de la production, prévoir une partie du budget de la grande commande pour les opérations de valorisation. C'était un des rendez-vous manqués de la mission de la Datar, qui n'avait pu présenter qu'une exposition à mi-parcours, c'est-à-dire en 85, ici même, si mes souvenirs sont bons, au Palais de Tokyo. Et donc, il se trouve que la grande commande avait à cœur aussi, non pas simplement de produire des images, mais de proposer aux photographes une diffusion, une valorisation de ce travail qui se Sur le budget d'ensemble, vous consacrez combien à l'exposition et la valorisation ? Sur les 5 millions et quelques ? Sur les 5 millions, il y a à peu près 1 million qui revient à la question de la valorisation. Et 4 millions et quelques aux artistes. Oui, 4 millions et demi aux auteurs. Et alors, il faut savoir que ces opérations de valorisation concernent l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Donc, avec ma collègue Emmanuelle Asquette, qui est dans la salle et qui est une des chevilles ouvrières très méritantes de cette grande commande et que je tiens à remercier ici, on cherche un certain nombre de partenaires et nous en avons trouvé un grand nombre aussi, notamment grâce au réseau Diagonal qui intervenait ce matin. Mais à côté de ça, on a aussi à cœur de travailler justement des lieux peut-être moins attendus sur la valorisation de cette grande commande que les centres photographiques ou les musées, que sont par exemple les bibliothèques. Et la BNF, de fait, a aussi un réseau de partenaires de ce côté-là. Bibliothèques, médiathèques, artothèques, qui touchent aussi un public qui n'est pas forcément un public qui va régulièrement visiter les musées, les expositions. Et à côté de ça, il y a aussi un engagement de la BNF sur son budget propre, qui est de faire une grande exposition rétrospective. Donc là, on parle d'un budget qui vient s'ajouter à celui de la grande commande, qui permettra de présenter les 200 photographes lauréats de la grande commande.
La légitimité de la BNF en tant qu'opérateur, bon, vous l'avez évoqué. Voilà, une collection marquée quand même par la presse depuis toute son histoire. Elle conserve des grands fonds de presse, à commencer par l'AFP, des grands fonds d'agences comme Magnum également, nombreux auteurs, même les fonds Roll, Meurice, Monde et Caméra. La mission photographique de la DATAR, nous n'en étions pas les opérateurs, mais du fait du travail que j'avais pu mener avec Raphaël Berthaud au moment de l'exposition Paysages français, on a tiré des enseignements de ce que pouvait être une commande photographique, si ce n'est idéal, tout du moins essayer d'œuvrer pour que les photographes en soient satisfaits. Et bien évidemment, on valorise aussi cette image de presse régulièrement par des expositions. Certains des portfolios de créateurs font déjà l'objet de demandes de la part de journaux ? Alors oui, parce que l'idée, c'est quand même de créer un cercle vertueux dans cette commande, bien évidemment. Merci de le rappeler. C'est-à-dire qu'on a proposé, on avait au sein du jury un certain nombre d'éditeurs photos de grands journaux nationaux, la presse quotidienne, mais aussi la presse quotidienne régionale. Et certains se sont déjà... donc là, voilà. Vous ne voyez pas grand-chose, mais ce sont les 200 lauréats. Donc, c'est une image quand même assez impactante, je trouve, cette liste de noms. Voilà. Et donc, je vais aller à la fin de mon PowerPoint pour répondre correctement à votre question. Voilà. Donc, on a un certain nombre déjà de lauréats, à l'instar de Samuel Grattacap, qui ont pu vendre leur portfolio, notamment au Monde. Voilà. On n'a pas demandé d'exclusivité aux photographes sur la publication de ces travaux à mi-parcours, hein. Mais en revanche, on attend que les 200 lauréats de la grande commande aient remis leur tirage et leur série fichiers numériques édités des séries de leur sujet pour monter les opérations de valorisation et les expositions. Est-ce qu'on peut, parce que je n'ai pas bien su gérer la temporalité, engager un dialogue avec l'assistance et notamment peut-être pour compléter, approfondir certains des aspects de cette grande commande Radioscopie de la France portée par la Bibliothèque de France. Je m'adresse à l'Assemblée. On est dans... Voilà. Est-ce qu'il y aurait un micro ? Voilà, parce que l'espace public, c'est un espace d'interlocution traditionnellement depuis l'Antiquité gréco-romaine. Donc il faut qu'on le démontre. Bonjour, Christine Coste, donc je suis journaliste à l'œil au Journal des Arts. On parle de commandes publiques, mais on parle aussi, donc vous en avez déjà un peu effleuré, les comités de sélection. Et j'aimerais savoir comment ils sont pensés, ces comités de sélection. Peut-être on peut prendre 2 exemples pour le Grand Paris et pour la grande commande pilotée par la BNF. Continuons peut-être Parce sur la BNF. C'est déterminant par rapport au choix du photographe. J'imagine qu'un comité de sélection... Oui, très rapidement, ils sont composés de manière paritaire et dans une diversité de points de vue, de regards qui peuvent se compléter, qui sont volontairement hétérogènes et qui regroupent des professionnels de la photographie dans les différentes activités qui consistent à accompagner la photographie et sa diffusion, et toujours pour ce qui est de nos différents dispositifs, notamment pour la commande, toujours la présence de 2 artistes dans chacun de nos comités scientifiques, qui donc représentent toute la communauté. Et les artistes ayant déjà fait l'objet de commandes publiques photographiques ? Oui, le plus souvent, oui, qui connaissent ce dispositif, bien sûr. Et donc nous parlons en la présence de leur autorité et de toute la communauté artistique qu'ils représentent. Alors pour la commande Regard du Grand Paris, pour compléter ce que Pascal disait très clairement, c'est un comité de sélection renouvelé chaque année. Il est présidé par les directrices du CNAP et des ateliers Médicis. Et nous choisissons ensemble 6 personnalités, donc 4 personnalités professionnelles au titre de leur activité dans le champ de la photographie ou plus largement de la création artistique, et 2 artistes effectivement d'années précédentes de la commande Regard du Grand Paris.
Alors pour la commande publique radioscopie, donc c'est pareil, c'est un jury d'experts assez diversifié qu'on a essayé de convier. Alors c'est un jury assez important étant donné le nombre de lauréats qui a dû être réunis, donc 2 jurys différents puisqu'il y a eu 2 sessions d'appel, une en décembre 2021 et l'autre en avril 2022. Des directeurs de festivals, des directeurs de centres photographiques, mais aussi, comme je l'ai dit, des rédacteurs de photos de presse quotidienne, donc Le Monde, Libération. On a eu également Léna Mogé, de différentes revues, 21, 6 mois. On a eu Laurent Abadjian aussi de Télérama. Donc un certain nombre d'acteurs qui connaissent bien la question de la place de la photographie dans la presse. Les institutions aussi ont été représentées, la BNF, le ministère de la Culture, la Direction générale des médias et des industries culturelles avait également une représentante. On a essayé de convier un certain nombre de photographes qui ont malheureusement décliné la proposition. Sans doute trouvaient-ils délicat de juger leur père. Par ailleurs, on a quand même eu à l'étranger un peu plus de succès, si j'ose dire, puisque pour le second appel, notamment, nous avons eu Johan von Couberta, qui est historien de la photographie et photographe, et théoricien de l'image, qui est venu... participer comme expert, absolument, et qui était très impressionné de ce que le ministère de la Culture en France était en capacité de mettre comme argent pour la commande publique, puisque c'est quand même, il faut rappeler qu'au niveau européen, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une commande de ce type, et de cette ampleur. Je profite du fait qu'on voit quelque chose à l'écran pour vous demander de nous en dire quelques mots, parce que c'est un point qui vous tient à cœur, je crois. Absolument. C'est donc un journal de bord collectif que nous avons mis en place sur le site de la BNF pour le moment, mais très bientôt, la Grande Commande aura son propre site internet, qui permet aussi de montrer les photographes au travail, puisque justement, sur ces questions, on parlait de temporalité, d'études, de jeunesse du projet, et la BNF conserve aussi des archives de photographes, des archives papier, et notamment des textes, et il nous semblait important de solliciter aussi les photographes sur cette question du work in progress, donc de nous montrer comment quels étaient, sans divulguer ou divulgacher le travail final, montrer cette commande en train de se faire, et notamment ça passe beaucoup par l'écrit, par la retranscription d'entretien, par des vidéos aussi qui illustrent ce travail. C'est évidemment un des aspects intéressants de la commande publique, c'est que puisqu'on a dit qu'on accompagnait des créateurs, il y a une dimension génétique et une histoire génétique à faire de l'art, et qui passe par précisément une documentation, quand c'est possible, des étapes de la genèse, précisément, de la venue des images. Et ça nous permet de montrer aussi l'ampleur des sujets et des thématiques évoquées par les photographes. Et par exemple, du point de vue des thématiques, est-ce que vous avez noté que les réponses des lauréats s'orientent sur des sujets plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui manquent aussi à l'appel Alors, oui, donc on a des sujets qui sont vraiment en phase avec les évolutions de la société contemporaine en France. Donc, on a eu beaucoup de sujets sur la santé, sur l'accès aux soins, sur aussi la question de la vieillesse. À l'autre extrême, on a eu énormément de sujets sur la jeunesse, sur les difficultés aussi que les jeunes ont traversées au moment de la crise sanitaire. On a eu des sujets sur la question de l'exil, de l'accueil des migrants,
des frontières, de fait. On a eu aussi un certain nombre de sujets sur la néo-ruralité, sur la crise économique, les jardins ouvriers, l'écologie, les préoccupations environnementales. Donc, est-ce que c'est pas un peu politiquement correct tout ça ? Alors oui, mais enfin en même temps, on leur demandait de faire une radioscopie de la France, donc ils ont... Parce que vous m'aviez dit, je vais dénoncer, je vais trahir quelque chose qui n'est pas vraiment secret, que vous observiez aussi que, au regard de ces sujets qui sont ô combien importants et qui appellent attention, réflexion, prospection, dans un pays qui est un des pays riches dans le monde, qui est la France, il y avait très peu de propositions, de projets qui portaient sur les formes de la richesse en quelque sorte. Oui, alors on a eu effectivement très peu de sujets sur la France qui va bien, un petit peu plus au second appel. Il faut quand même que je rende grâce aux photographes qui ont œuvré sur cette question aussi. Après, c'est vrai qu'il y a parmi les sujets qui me semblent vraiment ont manqué, mais on a une explication aussi à ça, c'est-à-dire que toutes les questions liées aux politiques, c'était quand même une commande qui s'inscrivait dans un temps politique qui n'était pas, qui était important, qui était celui de la campagne présidentielle. On peut faire la radioscopie de la radioscopie déjà, alors que c'est encore en cours. Alors oui et non, mais c'est-à-dire qu'il y a le moment de la... Bien évidemment, l'histoire, et quand on aura le fruit de la commande sous les yeux, on pourra faire ce travail critique et historien, mais l'ampleur des notes d'intention qui nous sont arrivées nous permettent quand même... C'est cette ampleur, moi, qui me fait que je comprends tout à fait que des photographes refusent de participer à un jury où on doit choisir 200 lauréats. 200 lauréats, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est en termes de lecture de notes d'intention. Est-ce que vous avez déjà lu plus de 10 notes d'intention de photographes ? C'est 200 sélectionnés, c'est-à-dire que vous avez reçu combien de dossiers ? Beaucoup. On en a reçu 500, non ? plus de 500 au premier Donc appel. 500 notes d'attention à lire quand on est photographe, pas forcément rémunéré pour un travail pareil, pas forcément compétent pour juger ses pairs, effectivement. Et je comprends tout à fait qu'ils refusent. C'est énorme. Choisir 14, choisir un lauréat sur un prix avec 23 présélectionnés, c'est déjà énorme. 23 notes d'intention, 23 lettres de recommandation et 23 CV, biographies. Le travail qui est demandé pour ces concours est toujours colossal. Vous pensez, Raphaël, que dans le... Parce qu'on... Alors là, j'allais dire c'est ma vie, mais je suis fonctionnaire et payé pour cela. C'est votre travail, la Villa Médicis, par exemple, dont je suis le référent à l'inspection du ministère pour le théâtre, musique, danse, arts plastiques, etc. C'est 650 dossiers en moyenne par an. Mais ce n'est pas une surprise, vous le savez, ça fait des années que c'est en place, et il y a des rapporteurs, et il y a un oral. Depuis quelques années, il n'y a plus de rapporteurs, c'est l'inspection qui fait le travail et quelques représentants de quelques institutions qui viennent participer. Il y a de la rencontre humaine dans certains des concours, alors que là, on est que dans du dossier papier, c'est-à-dire qu'on va sélectionner ceux qui vont documenter la radioscopie de la France de demain sur un A4. Les 650 à la Villa Médicis, avant qu'on arrive aux 30 auditionnés pour déboucher sur 15 lauréats finaux sur les 650, c'est 590 dossiers immatériels et à distance. C'est parfois effectivement ingrat. Mais en fait, la suggestion que vous faites, c'est que les artistes qui sont sollicités pour être également là, à cet endroit de l'expertise, puissent être aussi rémunérés. Ah oui, ça en vient... c'est pas pour faire le... C'est le cas au CNAP, par exemple, je crois. Sous quelle forme ? En fait, il y a plein de moments pour les artistes où on valorise toujours l'aide faite aux artistes. Et il y a tellement de moments en fait, où on pourrait se passer de parler d'aide. Il suffirait de rémunérer les artistes quand ils travaillent. Vous avez remarqué qu'on s'est gardé, je me suis gardé d'utiliser le terme, j'ai plutôt mis en avant le fait que bien souvent c'était un accompagnement. Voilà. Et là, on n'a pas fait ce faux pas, on n'a jamais prononcé le mot aide. Il faut rémunérer. Parce que c'est une commande publique, si elle est digne et si elle fait tant rêver, si la Datar a fait fantasmer tellement de photographes, même s'il n'y a pas eu de grande exposition, c'est dans la tête de tous les photographes de ma génération, à tel point que Jérôme Brézion t'appelle un jour pour dire on va faire France 24, c'est pas possible, de pardon, il a eu une commande pour lui tout seul, on va réunir tous les copains et on va faire notre commande, parce qu'il n'y avait pas la grande commande, il a fallu l'inventer nous-mêmes. Et oui, d'être... bref...
Et dites, Héloïse, la Bibliothèque nationale de France, elle y trouve aussi son avantage, au sens où, à travers cette commande, elle enrichit ses collections, entre autres. Et il y a plusieurs voies par lesquelles la Bibliothèque nationale de France enrichit ses collections en photographie, en estampe aussi, mais en photographie. Quelle est votre politique en matière d'acquisition et commande, et notamment les voies économiques à travers lesquelles se réalise cet enrichissement? Alors, peut-être rappeler qu'une des voies qui a permis à la Bibliothèque nationale de France de s'enrichir historiquement, qui est inscrite dans les textes depuis le début même du XXe siècle, est le dépôt légal. Donc, le dépôt légal, je le rappelle pour les membres de l'assistance, est une obligation faite aux photographes de donner en un exemplaire, au départ c'était 2 exemplaires, une obligation légale, normalement suffisamment coercitive, avec une amende. Voilà. Ça date de quand? Ça date. Alors, au départ, les photographes l'ont fait spontanément, c'est-à-dire que Eugène Atget, par exemple, donnait spontanément. Mais l'obligation, elle date de 1943. Personne n'applaudit spontanément, là. Bah oui. Mais parce que les choses ont changé, j'en suis bien consciente. Mais la loi, en plus, est en train d'évoluer pour que le dépôt légal s'applique au numérique. Voilà. Donc voilà, on aurait beaucoup à dire, mais je pense que le dépôt légal fera peut-être l'objet d'une autre table ronde. Mais en tout cas, c'est-à-dire que si aujourd'hui, si je peux terminer sur cette question qui me tient quand même à cœur, parce que je suis désolée, nous sommes une collection publique. Une collection publique nationale qui se doit de conserver la mémoire de ce qui est produit en France. Donc on peut, certes, et je suis d'accord avec aussi certaines choses ou certains sous-entendus que j'entends très bien, qui sont liés à l'idée que, bien évidemment, tout travail mérite salaire, j'en suis parfaitement consciente. Mais nous sommes une collection publique. Nous conservons pour l'éternité les œuvres des photographes. Savez-vous à combien, là je parle aussi avec l'appui de mon collègue Pascal Boss, qui dirige aussi une collection publique nationale, savez-vous combien coûte la conservation d'un tirage par an pour une institution? Un tirage par an, c'est à peu près entre 3 et 5 euros. Ces 3 et 5 euros, ils représentent quoi? Ils représentent l'indexation, le conditionnement, la conservation dans des conditions qui permettent d'assurer la pérennité de l'œuvre, dans des magasins réfrigérés, à des taux d'hygrométrie contrôlés. Tout ça a un coût. Quand on le multiplie par les 6 millions de tirages que conserve la Bibliothèque nationale de France, je vous laisse faire le calcul, c'est colossal. Donc je suis consciente des difficultés que traversent les photographes. Et voilà, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qui est fait ne console jamais de ce qu'il reste à faire, mais on peut aussi se satisfaire d'un certain nombre de choses qui sont faites et engagées. Est-ce qu'on peut dire que la commande publique, c'est le programme notamment que vous portez, contribue à faire aussi évoluer les pratiques? Absolument. Mais de la même façon que, si vous voulez, le dépôt légal, les donations, qui sont les principales voies d'enrichissement à côté de l'acquisition onéreuse, qui reste quand même la portion congrue de ce que l'on peut faire aujourd'hui en termes d'acquisition à la Bibliothèque nationale de France, la commande publique participe de cela. Donc, bien évidemment, on a inclus la rémunération des auteurs et on a inclus la production de ces tirages qui vont revenir à la collection dans les 22 000 euros. Et vous faites publicité aussi à et la relation fait également publicité, au support de presse et avec Absolument. ce qui peut en découler de contrats économiques. Oui, tout à fait. Donc on est dans cette dynamique, alors qui n'est pas une dynamique d'aide, parce que là je te rejoins parfaitement. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que la commande publique n'est pas une subvention déguisée.
qu'elle n'est pas une aide, mais qu'elle est quelque chose qui permet aussi de mettre en avant des photographes dont les écritures, dont le regard a un intérêt particulier et doit être conservé et doit constituer le patrimoine photographique de demain. Est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières questions, s'il vous plaît? Un micro. Attendez, le micro arrive. Ce sera la dernière question. Bonjour. Quand vous parlez de commande publique, c'est des livres de photos ou c'est des... Quand je parle de dépôt légal, vous voulez dire? Dépôt légal, pardon. Quand je parle de dépôt légal, non, ça concerne les tirages. Mais des tirages, à partir de quel moment est-ce qu'il y a une obligation de dépôt légal? À partir du moment où le tirage est rendu public. C'est-à-dire à partir du moment où il sort de la sphère privée pour être rendu public, vous avez une obligation de déposer vos images à la Bibliothèque nationale de France. C'est une obligation qui effectivement remonte à la question du livre, comme vous le soulignez. Effectivement, le livre imprimé est le premier à initier cette question du dépôt légal, mais ça existe pour la gravure, et ça existe pour la photographie, ça existe pour la vidéo, etc. etc. Je vous remercie. Je remercie chacun des participants à cette belle table ronde. On a terminé sur un sujet, j'allais dire, dans le dur, hein, et qui atteste de progrès encore que la puissance publique, même si la France est très en avance sur beaucoup d'autres pays en matière de programmes de commande et d'acquisition d'œuvres d'art et d'œuvres photographiques. On a encore à progresser. Je remercie aussi Raphaël d'avoir eu cette élégance de s'effacer devant sa voisine et de ne pas présenter autant qu'il aurait souhaité sans doute certains aspects de la genèse de ces expériences d'art public. Du reste, j'invite du coup l'assistance à aller d'une part voir l'exposition à Reims au Cellier. C'est une très belle exposition 3.0 dont nous a parlé Pascal Boss, dans laquelle vous verrez l'œuvre de Raphaël parmi d'autres. À aller prochainement voir l'exposition Regard du Grand Paris dont on nous a parlé au magasin généraux, notamment au musée Carnavalet, entre autres, hein, c'est ça, dont nous a parlé Clément Postec. Bientôt, rendez-vous est pris aussi avec la Bibliothèque de France, puisque sa présidente a décidé, et sur ses crédits propres, et non sur le crédit général qui lui a été dévolu par le ministère de la Culture, de réaliser une grande exposition à la BNF, en plus des autres expositions qui sont prévues sur le budget de la manifestation. Et concernant Raphaël, vraiment aller dans le patio du beau bâtiment créé par Marc Barani à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, où Raphaël a réalisé à 1%, éblouir, oublier, et je vous laisse vivre l'expérience de ce qui relève peut-être de l'ontologie photographique et qui en même temps semble être plus une sculpture et peut-être une sculpture photographique qu'une photographie au sens propre, mais plus près de chez nous, dans un endroit que j'aime beaucoup, Zone Sensible, à 500 mètres de la station Saint-Denis Université, Zone Sensible, qui est une ferme urbaine, un centre d'art en plein air, nature, culture, nourriture. Il y a aussi une œuvre, alors ce n'est pas une commande publique, c'est une création faite dans le cadre d'une résidence à Zone Sensible, ce lieu créé par Olivier Darnay, une œuvre de Raphaël, qui est une sorte d'observatoire de la lumière. Raphaël, il dialogue avec les astres, l'astronomie, les sciences, et là c'est une sorte d'observatoire. Ça ressemble à une chaise d'arbitre de tennis aussi, un gnomon aussi. Il souhaite d'ailleurs que chacun d'entre nous en fasse l'expérience une fois dans sa vie. Donc préparez-vous, le jour où vous y allez, choisissez le bon jour, peut-être informez-vous quant à la météo, mais allez-y, et on a cette chance que les artistes nous parlent à travers des œuvres. Et merci Guy. Non, mais les salariés, on n'est pas...